Professeur honoraire Uli Windisch. Uli Windisch a été professeur ordinaire de la faculté des SES, Sociologie, Communication et Médias, de l'Université de Genève. Il a été professeur invité dans plusieurs universités suisses, romandes et alémaniques, européennes et nord-américaines, ainsi qu'à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. En Russie aussi. Il a été professeur invité à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur d'études associé à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Il est directeur de la collection Pratique des sciences de l'homme aux éditions de l'Âge d'Homme, qui est à Lausanne et à Paris. Dans ses autres activités, il est expert dans divers programmes internationaux dans le domaine des sciences sociales et politiques, de la communication et des médias. Il est membre du comité de rédaction de plusieurs revues scientifiques internationales. Ses domaines de recherche et d'enseignement sont la méthodologie des sciences sociales, démarche anthropologique, méthode qualitative, analyse du discours, la sociologie politique, la sociologie de la communication, la sociolinguistique, les migrations et les rapports interculturels, la violence, il y a du boulot, les médias, la xénophobie et le racisme. Il a par ailleurs été directeur du programme du master et de l'école doctorale en sciences de la communication et des médias à la faculté SES de l'Université de Genève. Il a publié une quinzaine d'ouvrages, notamment Guillaume Tell au quotidien, Le Jura incompris, Le chaos verbal, la communication conflictuelle, Le prêt-à-penser, les formes de la communication et de l'argumentation quotidienne, Le raisonnement et le parler quotidien, La politique au village, Pensée sociale, langage en usage et logique autre, Xénophobie, point d'interrogation, analyse sociologique du discours des partisans et des adversaires des mouvements xénophobes, Les relations quotidiennes entre romans et suisse allemand, La Suisse, cliché, délire et réalité, Immigration, quelle intégration, quel droit politique, Violence jeune, médias et sciences sociales, Suisse immigrée, 40 ans de débat, 1960-2001, Dans les médias et la cité, en 2006. Je demande peut-être juste à monsieur le consul général de nous rejoindre devant. Et on mangera en même temps, donc si jamais vous avez des questions entre vous aussi, ça nous permettra à nos conférenciers de pouvoir suivre le rythme. Bien, écoutez très brièvement, les participants de cette soirée ont envie d'intervenir, de discuter, de poser des questions. Je crois que c'est ça, c'est parti maintenant. Ma présentation était très longue, je suis très touché certainement, mais on va passer maintenant à la discussion. Alors simplement peut-être une ou deux remarques, pour bien sûr aller dans le sens de la discussion. Il y a quand même ce soir un certain nombre de paradoxes et de phénomènes qui méritent vraiment d'être soulignés. En premier lieu, lorsque j'entendais les exposés précédents et la prodigieuse synthèse et le panorama qu'a fait l'organisateur principal et son équipe, Marc Studer, je me suis dit, mais c'est ahurissant, c'est nous ici, des convaincus, qui entendons ces propos, qui à la fois sont extraordinaires comme programme, mais en même temps, c'est quand même une immense déception pour les citoyens suisses d'en arriver au stade où nous en sommes. Vous avez entendu les termes, imaginez un instant, résistance. Ces termes-là sont quand même des termes forts et chargés. Si la Suisse en est arrivée à ce stade, c'est que véritablement, nous devons, comme on dirait en Valais, lever la masse de différentes manières, je pense. Le contraste entre ce qu'on a entendu ce soir et ce qu'on entend dans les médias, c'est un fossé énorme. On le connaît, il ressort régulièrement lors des votations populaires, ou si vous analysez l'attitude des médias, vous voyez immédiatement avec les résultats, c'est un immense avantage de la Suisse, c'est qu'on peut prouver ce fossé entre les médias
et le vote populaire, parce que nous avons les chiffres, les résultats des référendums, ce qu'on n'a pas dans d'autres pays, mais on sent monter la gronde un petit peu partout. Donc, si vous voulez, quand j'ai entendu les exposés de ce soir et la synthèse finale, le programmatique, je me suis dit comment faire pour que l'ensemble de la population, on sent qu'il y a une révolte à la base de la population avec la situation de la Suisse. En principe, les citoyens, n'est-ce pas, devraient décider en dernier recours, et que voit-on ces temps? Toutes les manœuvres pour diminuer les possibilités de la démocratie directe. On ne tient plus compte de nos votes, en plus on essaye d'en annuler certains, au nom d'arguments qui ne convainquent plus. Donc il est vrai que ça bouillonne à la base de la population, et ça, c'est jamais bon signe. Donc je crois qu'il nous faut trouver des moyens pour diffuser le genre de discussions, de propos qui sont ici. J'imagine un seul instant une série à la radio et à la télévision qui reprendrait simplement ce qui a été dit ici en quelques instants. Ça serait déjà prodigieux et toute la population attend cela, parce que cette déception ne peut pas continuer. Un paradoxe. À l'âge d'homme, il y a ici les collaborateurs de notre ami éditeur Dimitrievitch, tragiquement décédé il y a peu. Nous étions régulièrement ensemble, nous discutions des problèmes courants, et une des grandes découvertes, c'était, il en faisait énormément, c'était bien sûr Alexandre Zinoviev, notamment avec les hauteurs béantes, le plus connu. Alexandre Zinoviev avait cette idée, il a fait énormément de choses, bien sûr, mais il avait l'idée que le communisme avait transformé l'homme soviétique de manière irréparable. Je résume évidemment beaucoup, et je caricature, mais qu'en gros, les individus, la population russe qui avait été soumise au communisme, ne pourraient plus jamais raisonner de manière normale, courante, tellement elle avait été perturbée, traumatisée, le cerveau lavé par le communisme. Et bien très vite, malgré les fabuleuses analyses qu'il a faites, elles restent valables, on s'est rendu compte qu'en fait, le communisme n'était qu'un vernis et qu'on retrouve aujourd'hui la population russe. Beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure et je trouve que c'est quand même extrêmement significatif qu'un allié traditionnel, les Américains, ne soit pas représenté ce soir ici, et ça me fait un énorme plaisir. On s'est moqué de nous tout récemment, je l'ai dit à plusieurs reprises sur le site des observateurs, on nous envoie, écoutez bien, c'est drôle, on finit par lire les choses de manière mécanique, on nous envoie une ambassadrice, au nom de quels critères? Eh bien, cette dame a récolté des millions pour Obama, pour sa campagne. La récompense, c'est un poste d'ambassadeur. Chez nous en Suisse, les médias sont bavards devant cette dame, parce qu'elle a un iPad, en 1 minute, elle nous parle des Alpes et tout. Bientôt, on la verra dans les montagnes caresser les moutons avec ses enfants, j'imagine. On se moque de nous. Il n'y a eu aucun article critique et négatif dans les médias sur cette personne. Je n'en veux pas personnellement, bien sûr qu'elle a été coachée et formée par la CIA, c'est évident, ça c'est clair. Mais qu'on se moque à ce point de nous, je demande là aussi une levée de la maths, il y aura beaucoup de levées à faire, mais on se moque de nous et on ne le voit pas et les médias applaudissent. Ce fossé entre les médias, la Suisse est un des rares pays, ne l'oubliez jamais, beaucoup de gens ne le réalisent pas, où il y a ce qu'on appelle un service public. En réalité, c'est un monopole du service public. Nous sommes soumis à ces médias, en grande partie, politiquement corrects et de gauche. Soyons clairs, ils le lisent tous les jours, mais c'est tout à fait évident. Mais ce qui est bon signe, c'est que monsieur et madame tout le monde commencent à être révoltés par cette interprétation partiale, idéologique des choses. Et vous devinez où je veux en venir. Le dernier exemple en date, depuis pas mal de temps, c'est évidemment l'image de la Russie. Ce qui est incroyable, c'est que ces médias nous parlent de la Russie comme si c'était encore l'Union soviétique. Et, au paradoxe, aux contradictions,
c'est que nombre de ces journalistes étaient autrefois eux-mêmes communistes. Ne l'oublions jamais, ou en tout cas très à gauche. Et aujourd'hui, ils passent leur temps à voir encore la Russie comme elle était autrefois. Alors, des changements sont en cours, mais voyez, dans l'histoire, celui qui me dit qu'il a prévu ce qui s'est passé est un menteur, mais vraiment un très grand menteur. On a dit beaucoup de choses sur ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Monsieur le consul, je dois vous dire, je ne veux pas dire que je vais m'excuser parce que les Suisses ne font que ça tout le temps. Mais je dois dire que j'ai, moi comme vous, été personnellement humilié par le fait qu'on dise à vos aviateurs de ne pas venir à Bayern. C'est un scandale. C'est un scandale. Et ça va continuer. Il semble que déjà, le président de la Douma, qui devait nous rendre visite, on va trouver une excuse en disant on va remettre sans doute ce rendez-vous, cette visite. C'est lâcheté. Des expressions par Marc Studer ont été utilisées qui expriment bien ces choses. Mais écoutez, d'où vient ce changement total, cet aplaventrisme général de nos autorités? Monsieur et madame tout le monde ne peuvent plus accepter ça. On ne va pas jouer au héros, mais j'espère que des soulèvements sont en cours. Alors comment elles vont se manifester chez nous? Par d'autres initiatives populaires que la population va accepter et qu'on va essayer d'invalider ou dont on ne va pas tenir compte. Il faudra trouver un moyen, mais c'est à mon avis la chose la plus grave. Si la Suisse est attaquée dans la démocratie directe, c'est son essence même qui va être attaquée. Ça c'est absolument certain. Maintenant, il y a une chose qui n'a pas été dite. Et là, je vous prie d'être attentif à cet aspect. Je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué. Bien sûr, les images du président Poutine sont négatives à tous les niveaux, dans les médias et autres. Mais le beau paradoxe est le suivant. C'est que les valeurs qui sont pour nous les plus essentielles, la patrie, la famille, les mœurs, aujourd'hui, c'est en Russie qu'elles sont le mieux défendues et qu'on les prône ouvertement. Contrairement à des divisions françaises sur ces questions, sur des questions uniquement dites morales de société, n'est-ce pas, qui sont des signes d'une maladie de civilisation, en Russie, on critique ces aspects, et on met en avant, on pratique des valeurs qui pour nous sont essentielles. Ça n'a pas encore été dit, mais c'est un immense hommage à la Russie et qui montre que derrière ce peuple qui a passé par des souffrances terrifiantes, eh bien, ces valeurs sont là, et c'est la Russie qui aujourd'hui nous montre l'exemple de déviation auquel nous devons absolument éviter et lutter contre elles, et surtout ne pas imiter ces tendances où des minorités extrêmes qui ne sont en rien persécutées, alors que des chrétiens sont assassinés de la manière la plus atroce, on ne fait rien pour eux, mais on défend des minorités qui ne sont absolument pas menacées. Eh bien, je dois dire que là, je retrouve un aspect de la Russie que je voulais souligner ce soir. Et vous savez, ces valeurs-là sont essentielles à la longue et sont fondamentales pour des sociétés comme les nôtres si nous voulons rester dignes. Et la grande partie de la population, de la large population, des couches populaires, partagent entièrement ces valeurs. Elles ont été réactivées, elles sont avancées, elles sont affirmées par le président russe. On peut lui faire sans doute toutes sortes de critiques, mais ça, c'est un aspect majeur parce que notre civilisation vit aussi sur ces valeurs-là et nous devons les défendre. Et que nous devions en venir au stade où nous devons défendre ces valeurs, c'est quand même assez grave. Et les gens n'osent plus intervenir. Donc, il y a des mobilisations à faire sur les thèmes les plus divers. Marc Souter a énuméré quasiment un programme politique. Je me suis dit, mais moi j'aimerais bien entendre ce qu'il a dit de la part du Conseil fédéral. Eh bien, ça ne sera pas demain. Maintenant, j'ai assez parlé. On ouvre la discussion et je sais qu'elle va certainement être animée. Permettez-moi de devenir
dictatorial par moment, non, pas évidemment au point où on le reproche à Poutine, mais disons simplement, de manière sans doute injuste, mais de manière simplement à essayer de diriger le débat. Alors, je vous suggère qu'on commence peut-être par des questions que vous auriez à Monsieur le Consul de Russie, et encore une fois, je tiens à le remercier très vivement d'avoir accepté de venir dans une assemblée comme la nôtre, et je sens qu'à partir de cette assemblée, il y a beaucoup d'autres initiatives, on reprend de l'énergie, on a de nouveau envie de se battre sur l'essentiel. Merci Monsieur le Consul d'être parmi nous. Merci à vous. Et vous auriez pu faire un certain nombre de critiques à la Suisse par rapport à son attitude envers la Russie. Vous avez eu l'amabilité de dire que c'était quand même bien que la Suisse préside de l'OSCE. Effectivement, on peut le penser, mais vous n'avez rien dit sur tout le reste. Mais sachez que nous-mêmes, nous sommes humiliés par nos propres autorités, ce qui est quand même terrible. Je vous en prie, la discussion est ouverte. Oui. Jean-Claude Marot. Permettez-moi une question, Monsieur le Consul, Madame, Monsieur. D'abord, je me réjouis de ces 200 ans de relations diplomatiques avec la Suisse, parce que c'est la naissance de notre pays qui a été soutenue par cela, malgré qu'il y a une parenthèse soviétique. Ceci dit, j'espère qu'on pourra fêter ces 200 ans comme ça a été prévu. Au-delà de ceci, un conflit qui est proche de nous, une hypothèse, le conflit d'Ukraine se termine non pas par une confédération disons, un État fédératif, mais par un État unitaire. Quelle sera à ce moment-là l'attitude diplomatique de la Russie? Donc, une question de reconnaissance, etc. Dans cette hypothèse. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion, avant de donner bien sûr la possibilité à M. le Consul de répondre, de demander au suivant d'être aussi bref, concis et clair que la personne qui vient d'intervenir. Évitez des contre-exposés ou de longs développements, s'il vous plaît. Comme ça, je crois qu'on aura quelque chose de très animé. Monsieur le Consul. Vous savez, c'est une question difficile, comme vous comprenez, parce que les situations se développent très vite. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que Kiev essaie de, disons, résoudre le problème constitutionnel du pays par la force militaire. Vous parlez de l'attitude diplomatique, pour nous c'est inacceptable, mais si demain cette opération se termine au détriment des intérêts de ces gens, c'est mauvais. Mais l'attitude de Russie, jusqu'aujourd'hui, prouve qu'on n'a pas d'intention d'attaquer l'Ukraine, d'envahir l'Ukraine, vous savez. Mais en même temps, notre cœur, si vous voulez, est tiré par les sentiments envers ces gens, parce que ce sont vraiment nos frères, c'est la même civilisation. Et donc, toute cette histoire avec le convoi humanitaire que vous avez suivi, ça c'est... La Russie a assemblé les vivres, les médicaments, etc. Et donc, il y avait toute une discussion. La Croix-Rouge nous a aidés. Et effectivement, je ne sais pas si ce convoi, où est-il maintenant? Est-ce qu'il a traversé la frontière ou pas? Mais même cette question humaine ne peut pas être résolue aujourd'hui très vite pour le bien des gens. Donc, j'espère personnellement que effectivement tout se termine avec moins de victimes possibles. Mais jusqu'aujourd'hui, la Russie n'a pas d'intention d'intervenir, vous savez, parce que si vous parlez aux gens en Russie, il y a ceux qui peut-être voudraient agir d'une façon plus énergique, vous savez,
intervenir directement pour protéger ces populations. Mais je crois que notre président vraiment même une politique très sage, vous savez, parce que c'est même une sorte de provocation contre la Russie. Je crois que l'OTAN serait intéressé que la Russie soit impliquée. C'est extrêmement difficile de prévoir les conséquences, mais on peut prévoir qu'est-ce que cela peut être, vous savez. Donc moi, comme vous comprenez, je n'ai pas de réponse à votre question parce que c'est impossible de répondre. Mais la Russie n'a pas de plan pour envahir l'Ukraine. C'est pas le but. Ce n'est pas le but. Oui. Merci. Juste une question précise. Y a-t-il une ligne rouge ou une limite qui serait franchie, qui pourrait déclencher vraiment... oui. Est-ce que c'est vraiment la frontière ou vraiment, admettons, qui continue militairement, violemment? Est-ce que là, il y aurait une limite rouge que vous verriez, que la Russie dise non, cette fois on intervient? Vous savez, la politique, c'est l'art de possible. Imaginez-vous la tâche du président qui est à la tête de ce pays. Je peux vous répondre autrement, d'une façon indirecte. Quand on dit que la Crimée, c'était quelque chose planifié à l'avance, je dis que ce n'est pas vrai. C'était une réponse à une situation qui s'est créée à un certain moment. Vous savez, dû aux erreurs du passé, Khrushchev, Yeltsin, qui n'a pas su, donc, à la disparition de l'Union soviétique, de résoudre le problème de Crimée, le problème était là. Mais il n'y avait pas de plan de accepter Crimée en Russie. Ça, je suis sûr. Mais dans le contexte de ce qui s'est passé à Kiev, vu la position des gens sur place, le président Poutine a pris cette décision. Il a été appuyé par la nation. Tout ça s'est passé. Ce qui peut se passer demain, je ne peux pas vous dire. C'est ça le problème, vous savez. Qu'est-ce que c'est la ligne rouge? C'est extrêmement difficile. Merci. Il y a peut-être une chose qu'on voit quand même, c'est qu'on ne peut pas dire qu'en ce moment, c'est la Russie qui a une attitude guerrière. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Obama a été filmé, photographié en train de jouer au golf. Je suppose qu'il a donné ses ordres avant, et pour ma part, je suis quand même, je dois vous dire, très inquiet, beaucoup plus inquiet que vous, Monsieur le Consul, sans doute à tort, mais j'ai proposé à plusieurs reprises de retirer, c'est comme une immense farce, le prix Nobel de la paix à Obama, pour lui donner le prix de premier fauteur de guerre en ce moment. C'est quand même, si vous voulez, c'est un dévoiement total et complet de donner le prix Nobel de la paix à une personne comme celle-là. Évidemment, avec tout le soutien médiatico-politique d'une certaine caste qu'on connaît bien, souvenez-vous de l'Obama-mania au début, eh bien, nous étions quelques-uns à prévoir dès le premier jour ce que ça pourrait donner. Mais en ce moment, je trouve quand même qu'il faut oser le dire, c'est quand même pas la Russie qui cherche la guerre. Les scénarios les pires, sans doute, sont-ils irréalistes, mais envisagent carrément une guerre par rapport à la Russie. Donc, merci de nous tranquilliser, mais je ne sais pas si je dormirai aussi tranquille que vous nous arrivez à le faire. Je pourrais ajouter encore un élément important. Vous avez parlé à propos des valeurs. C'est ça ce qui permet d'exister à nos sociétés. Et je dois dire que ces valeurs, c'est quelque chose qui sont devenues tellement importantes que si on se rappelle de la Première Guerre mondiale, la Russie est entrée en guerre. On peut analyser les raisons économiques, politiques, etc. Mais tout d'abord, c'était
La raison était, si vous voulez, culturelle, religieuse, orthodoxe, etc. Donc cela prouve qu'à un certain moment, ces valeurs peuvent jouer le rôle déterminant dans la réaction. Vous savez ce qui se passe avec les chrétiens dans les régions du monde, quand même, ça ne peut pas rester insensible, vous savez, malgré le fait que ces valeurs, c'est quelque chose d'éphémère, vous savez, mais c'est parfois plus important pour certains États, comme la Russie notamment, comme le dollar, ou je ne sais pas, les nouveaux courants et les valeurs matérielles, disons, mais pas spirituelles. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Et pourquoi j'ai dit que notre cœur est divisé? Parce que ce sont pas seulement les... Pour nous, ils ne sont pas étrangers, les Ukrainiens. Ils sont pas seulement les habitants de l'ex-Union soviétique. Ils sont plus près des Russes que n'importe quel autre, sauf peut-être Bélarus. Ces trois nations, elles forment le cœur slave de la population de l'ex-Union soviétique. Donc, nous étions vraiment entremêlés. Il n'y a pas de problème du point de vue de mariage entre ces trois républiques, etc. C'était quelque chose comme ensemble. Et si vous étudiez l'histoire, Kiev, civilisation chrétienne, donc vous voyez que l'origine, c'est le centre de Kiev et tout ce monde slave s'est développé à partir de Kiev, vous savez. Donc c'est comme, peut-être si on peut comparer, peut-être c'est une autre région du monde, mais ce que mes collègues qui connaissent bien le monde arabe, ils disent que c'est extrêmement difficile de résoudre le problème de Jérusalem. Parce que ce n'est pas seulement un territoire qu'on peut diviser, mais c'est une sorte de civilisation qui était comme ça, à la verticale, vous savez. On ne peut pas tirer ça, ça existe. Donc, c'est une tâche que peut-être on ne peut pas résoudre par le raisonnement normal, logique. Et donc, le problème du monde slave, c'est aussi quelque chose de comparable. Donc, nous sommes ensemble, et en même temps, nous sommes divisés. Donc, notre cœur est aussi divisé dans cette situation. Voilà. Peut-être qu'un paradoxe majeur, qui était quand même lui aussi inattendu à la suite de ce que vous dites, c'est quand même terrible, mais de manière schématisée. Notre ennemi principal aujourd'hui, c'est clairement les États-Unis, et apparemment, de manière très profonde, un de nos premiers amis, c'est la Russie et les Russes, et leurs valeurs, et leurs attitudes générales. Hélène Richard. J'aimerais juste faire une petite remarque par rapport à votre magnifique propos, rappelant de l'art Souvorov, Alexandre Ier, etc. J'aimerais juste dire que la Suisse, sa souveraineté, elle a été accordée en effet par les signataires du traité de Vienne, dont Alexandre Ier, mais à une condition, c'est qu'elle reste neutre. Et cette neutralité aujourd'hui, elle est fortement mise en cause, et précisément dans la question de ne pas avoir fait venir les Russes à Payerne, alors qu'on se réjouissait, Souvorov, justement, le directeur du musée était invité, etc. Eh bien, je trouve que c'est vraiment une grave erreur. Et c'est dangereux parce que notre souveraineté, on la doit en grande partie au tsar Alexandre Ier, qui l'a accompagné de cette condition qu'elle reste neutre. Et c'est ça, mon message, c'est qu'on se rappelle de ces conditions. Merci, je précise que Hélène Richard Favre est au moins bilingue, français-russe. Elle écrit des nouvelles et des livres, à la fois d'un côté en français et de l'autre en russe, sur le même livre, et qu'elle a des contacts étroits, réguliers avec la Russie, et qu'elle parle en connaissant les réalités de l'intérieur. Merci d'avoir fait ce rappel important. Colonel, J'aimerais juste un petit peu compléter ce que vous dites. Donc les relations entre la Suisse et la Russie n'ont pas été seulement que politiques,
la Russie est devenue pour nombre de familles suisses une terre d'accueil, d'émigration, que ce soit le Grand-Duché de Finlande, que ce soit la Russie profonde. Nombre de Vaudois ont commencé à cultiver la vigne en Crimée. Hein. Beaucoup de jeunes femmes ont été préceptrices, employées de maisons dans les familles bourgeoises des grandes villes. Moi-même, j'ai une grande tante qui était employée avant la Première Guerre mondiale en Russie, et j'aurais éventuellement, mais ça il faut que je contrôle, un parent assez éloigné qui aurait été chevalier garde. Bon. Tout ça a été effondré avec la guerre de 14, qui était quand même un piège. Hein. Si vous voyez le traité signé par Alexandre III et Carnot, je ne suis pas loin de penser que le piège a été amorcé dans les Balkans pour permettre aux Français de récupérer l'Alsace-Moselle. Mais ça n'engage que nous. Mais c'est une théorie que vous avez soulevée et que les anciens Russes, que je côtoie un peu, remettent aussi au bout du jour et nous disent clairement, et je crois que c'est un fait avéré, que la révolution russe, c'est le fait de Vladimir Ulyanov, hein, qui était arrivé à Zurich, qui est arrivé à la gare d'Helsinki à Moscou, financé à Moscou, à Pétersbourg par oui, les services secrets. Bien sûr. Et puis que Bronstein était financé par Wall Street. Et si on lit Solzhenitsyn, 200 ans de vie commune, c'est un ouvrage dont on n'a pas parlé, hein, parce que Solzhenitsyn, c'est, mon Dieu, c'est le pape du goulag, hein, mais quand il dit la vérité au sujet de la Russie d'avant la Révolution, avec ce venin qui a été placé en Ukraine, en Crimée, avec des gens qui se sont qui ont choisi une confession pour avoir du pouvoir et qui l'ont utilisé jusqu'à la Révolution. Donc voilà, et puis dans le même domaine, l'Alaska a été acheté, vendu par Alexandre II, sauf erreur. Hein. Normalement, ça aurait dû être payé en or, ça a été payé par chèque, on n'a jamais retrouvé le chèque. Alors c'est ce que les Russes blancs ont conservé en tête. Et c'est ce que vous pourriez bien un petit peu chercher. J'aimerais juste compléter que l'histoire de Payerne, elle est doublement une trahison pour les gens du pays, parce que l'homme du pays, c'est Jomini. Et Jomini, les relations avec la Russie, donc il y a, entre Payerne et la Russie, c'est une relation d'amour. Donc de faire ça à Payerne, c'est une chose très grave pour les gens de là-bas. Les festivités Jomini sont maintenues. Alors, si vous voulez bien vous présenter lorsque vous posez une question, et donc vraiment une question. Oui, Jean-Pierre Barret, je voulais juste rebondir sur ton propos au sujet de Payerne. On pourrait peut-être en tirer parti. On pourrait écrire par exemple au Conseil fédéral en lui demandant par esprit de neutralité d'interdire aussi la présence des avions de l'OTAN à Payerne. Bon, tu me diras, il y aura plus grand monde, d'accord, mais on peut tout de suite faire, on peut quand même faire la démarche. Il faut la faire individuellement, il a un site avec une adresse mail. Merci de cette proposition qui semble des plus rationnelle et pertinente. Mais vous voyez tout de suite, vous voyez à quel point, quand même, on se dit la Russie en guerre, mais l'OTAN, ça va de soi qu'elle soit là. C'est quand même déjà une déformation qu'on nous a inculquée. Autre question. Bernard Migy, brève présentation, question. Bernard Migy, monsieur le consul, bonsoir. Bonsoir. Mesdames, messieurs, chers amis, merci. Je réitère et je voulais vous redire combien je crois que c'est partagé ici, dans cette salle, combien nous sommes accablés, meurtris, blessés de l'attitude de notre gouvernement, appelés les 7 sages, qui sont devenus des 7 mains. Il n'est donc homme
en se couchant devant Saint Obama, le prix Nobel de la paix, avec la complicité de ses laquais, l'Europe Bruxelles. Donc je voulais simplement vous dire, j'ai une question en fait à vous poser, puisque la presse ne nous renseigne sur rien, vous le savez. Comment vit le peuple russe aujourd'hui de cette tragédie qui peut se déclencher d'un jour à l'autre avec la folie qui est à vos portes? Comment le vit-il? Comment réagit-il à cette agression qu'on ne peut pas considérer autrement? Et deuxième question liée à celle-ci, comment cette même Russie, que vous connaissez naturellement, comment vit-elle le massacre au nom du totalitarisme islamiste des chrétiens en terre d'islam? Voilà en fait simplement ma question. Deux belles questions. Merci, monsieur. Un beau défi, monsieur. Première question, si je comprends bien, vous parlez de l'agression en Ukraine. Oui. Oui. Vous parlez de l'Ukraine. Oui. Première question. Oui. Donc, mais vous savez, je crois que j'ai déjà donné un fait tout à fait significatif. Il y a donc toutes les sympathies de la population sont avec le président. Donc il y a les chiffres d'appui et si vous voulez maintenant il y a en ce qui concerne la Russie appui total. Parce que pour nous, si on parle des événements du mois de février, mars, ce qui s'est passé à Maïdan, je crois que vous êtes au courant, mais je peux dire que la menace principale, mais si on commence même un peu plus tôt, donc on ne dit pas que le président Yanukovych était président parfait, donc du tout, mais le problème que les gens qui étaient mécontents, leur mécontentement était utilisé par les forces d'extrême droite. Et ça touche une question très importante, vous savez, donc ces gens qui venaient de l'Ukraine de l'Ouest, правый secteur, secteur de droit, et après donc ceux qui sont considérés comme successeurs de Bandera, qui était aux côtés des Allemands pendant la guerre. Pour les Russes, c'est tabou total. Donc, ce qui est lié avec la guerre, Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui était du côté d'Hitler, c'est tabou total. Et donc, si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il était pour la liberté de l'Ukraine avec Hitler, pour nous, c'est un tabou total. Et donc, ces forces de droite, tout simplement, ont utilisé disons, si vous voulez, cette réaction de la population. Et si on parle des gens ordinaires, donc, ils n'ont pas peut-être entendu ça. Donc, ils ont voulu exprimer leurs préoccupations, mais ils ont voulu le changement dans le pays, perestroïka à l'ukrainienne, si vous voulez, mais ils ont été utilisés comme matériel. C'est ça le problème. Et après, il y avait une autre stade, donc. Ils ont été utilisés, mais ceux qui étaient comme force de frappe, ces jeunes de droite, ils ont été utilisés. Donc on a pu voir sur la télévision toute l'attention des Américains, de l'Union européenne, qui venaient à Kiev tout le temps. Mais même à ce stade, tout était possible. Parce que le 21 février, si je ne me trompe pas, il y avait un accord sous l'égide de l'Union européenne. Et en principe, cet accord n'a pas été observé. Pour nous et pour tout le monde, ce serait acceptable parce que finalement, il s'agirait du règlement du conflit entre deux parties. Vous voyez, donc il faudrait organiser de nouvelles élections, permettre à tous les Ukrainiens de voter. C'est naturel, c'est normal ce que j'ai dit, donc c'est un problème de l'ordre intérieur. Si les gens veulent changer, pas de problème pour la Russie, mais le problème que
le sud et le sud-est a été exclu dès le début. Les russophones ont été exclus. Et donc, en répondant à votre question, justement, la réaction russe est tout à fait donc, négative. Ce qui est fait aujourd'hui, réaction tout à fait négative. Donc, c'est ressenti comme une tragédie. Mais en ce qui concerne le Moyen-Orient, effectivement, tout ce qui est lié avec la foi chrétienne, ça touche aussi à ces valeurs que nous avons déjà, à propos desquelles nous avons déjà parlé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, notre Église orthodoxe aussi essaie de coopérer avec d'autres églises, mais ce sont des zones de conflit, vous savez, donc la famille chrétienne est grande, et il y a aussi des orthodoxes au Moyen-Orient, mais c'est la tragédie, vous savez, c'est la tragédie pour nous, et effectivement on essaie de les aider, de faire ce que nous pouvons, vous savez, mais finalement la solution des problèmes c'est toujours, ça doit se faire à l'intérieur des pays sans l'ingérence extérieure. C'est peut-être la seule solution possible. Voilà. Sur l'islam. Mais j'ai parlé à propos de... Tout à fait. Oui, concrètement, oui, vous avez dit à la fin, ça veut dire qu'en ce moment, que peut faire ou dire la Russie? Vous avez très bien dit que c'était lié à des conflits, à des situations hautement conflictuelles, voire d'ingérence. On devine aisément qu'immédiatement, le camp occidental dirait que ce serait une ingérence russe dans la question irakienne, etc. Syrienne aussi, puisque ça a déjà été dit. Mais implicitement, vous aviez l'air de dire que la Russie pouvait quand même faire certaines choses. Est-ce qu'on peut être plus concret? Est-ce que vraiment... On parlait de l'Irak. Oui, et des chrétiens, bien sûr. Oui, des chrétiens. Mais vous savez, il y a... aujourd'hui, la Russie, donc, vous voyez, tient une position très prudente. Vous savez, on ne peut pas s'ingérer comme ça. Irak, donc, les États-Unis ont éliminé donc, Saddam Hussein. Et après, donc, ils ont créé une autre ordre, signé des accords. Maintenant, donc, ils sont là parce que ce gouvernement les appelle, vous savez. Donc juridiquement parlant, du point de vue du droit international, je ne sais pas. Ils agissent sur certaines bases. Mais vous voyez, quelle est la base de leur conduite là-bas. Mais nous ne pouvons pas... envoyer nos troupes en Irak, vous comprenez? Ça, c'est exclu. Ce sont les conséquences de ce qui s'est déjà passé, vous voyez? Donc, ce qui s'est passé en Yougoslavie, en Libye, en Syrie, moi je pense que la position sur laquelle finalement les problèmes doivent être résolus à l'intérieur, c'est la seule possibilité possible, parce que peut-être, vous pouvez dire que tel ou tel pays, on aimerait avoir des changements. Mais ce sont les gens qui doivent effectuer ces changements. Vous ne pouvez pas exporter vos valeurs, malheureusement. Je dis parfois que les États-Unis font aujourd'hui la même chose que les bolcheviks ont essayé de faire, exporter la révolution. Mais il y a une expérience historique. Même si vous croyez que vous pouvez exporter Che Guevara, donc les révolutions quelque part du Cuba en Amérique latine, mais ce n'est pas possible, les gens ne vous appuient pas. Et donc finalement, eux-mêmes, ils doivent résoudre ça. Si il y a cette droite d'ingérence dans les affaires intérieures, ça peut mener à n'importe quoi. Donc, question difficile. Marc, j'aimerais juste compléter la réponse à Bernard tout à l'heure sur le côté de la population russe. Sous l'angle historique avec Napoléon et Hitler,
On a vu que la population russe, c'est une population qui sait souffrir et qu'on n'a pas les mêmes craintes qu'ici. Ici, il suffit, on n'a même pas encore mis une pression qu'on est déjà en train de tout lâcher. Là-bas, c'est des gens qui ont eu des chapes de plomb sur la tête, c'est des gens qui savent vivre avec peu de choses, c'est des gens qui savent faire. Et je rappelle quand même que la Russie a gagné la guerre parce qu'elle a brûlé Moscou, qu'elle a été dans l'extrême dedans. Donc je pense que ces gens-là n'ont pas peur. Et puis les atermoiements américains là derrière, pour eux, c'est vraiment loin de chez eux et de leurs préoccupations de tous les jours. Donc si on regarde de nouveau l'histoire, on peut avoir la réponse à cette question, à mon avis. Oui, monsieur. Oui, Pierre Rapin, j'avais la même question, mais dans la direction de l'Ukraine. Oui, Pierre Rapin. Dans la direction de l'Ukraine, quelles sont les options pour la Russie, d'après vous? Parce que, parenthèse faite, on a entendu parler du fameux livre de Zelensky que vous avez cité. Alors, le livre, il est de 87 ou 97, j'ai un petit doute. Ça fait en tout cas plus de 15 ans. Et là-dessus, il a parlé du containment. D'abord, on met les limites à la Russie, ou à l'Union soviétique à l'époque. Ensuite, le rollback. Non, on réduit on s'approche de la Russie, ce que vous avez dit aussi. Or, ce qu'il a dit autre chose. Et texto noir blanc dans le texte, la Russie sans l'Ukraine est condamnée à rester une puissance régionale. Alors, qu'est-ce que peut faire la Russie? Qu'est-ce qu'on voyait un petit peu? Oui, donc il a dit, ce sont des scénarios qui ont été déjà décrits, vous savez. Moi, je suis d'accord parce que la force du monde russe, c'est d'être ensemble. Je crois que je peux proposer une recette qui pourrait régler le problème déjà aujourd'hui, le problème de l'Ukraine. Si seulement on proposait une réforme constitutionnelle avec participation des autres, terminé. Donc pas de problème. Mais d'abord, arrêter l'opération militaire. D'ailleurs, c'est un des points de plan Burkhalter. Parce que arrêter violence et après, donc, dialogue national. Ce sont deux idées claires. Nous les partageons 100%. Parce que nous l'avons dit dès le début. Mais ce n'est pas notre faute que l'Ukraine ne veut pas ça. Vous voyez, donc, maintenant, très difficile de prévoir ce qui peut se passer, mais finalement, je crois que à long terme, ça c'est mon opinion personnelle, je crois que si avant cette opération, il y avait, si vous voulez, des minorités actives qui étaient contre Kiev, et les autres étaient plus ou moins hésitantes, même parmi les russophones. Aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe. Il fuit en Russie. Aujourd'hui, il y a plus de 700 000 habitants de cette région qui ont acquis en Russie. Ils sont nourris, ils sont logés, pas de problème pour eux. Et, même si l'opération se termine avec le succès pour Kiev, qu'est-ce que ces gens vont penser à propos de ce gouvernement? Je crois qu'ils doivent réfléchir beaucoup plus qu'avant. Donc à long terme, finalement, je crois que ça va changer quelque chose en Ukraine, il me semble. Mais finalement, Russie, je répète encore une fois, n'a pas de plan d'envahir l'Ukraine, de conquérir l'Ukraine. L'Ukraine est trop grande. Je crois qu'il y a 45 millions, n'est-ce pas? C'est un grand pays. Ils doivent organiser leur vie eux-mêmes. Mais si je parle de ma recette, troisième élément aussi, comme d'ailleurs Kissinger a proposé, si on disait qu'on garantit statut neutre de l'Ukraine, tout serait réglé. Donc ce qui est normal pour vous doit être normal pour l'Ukraine. Mais l'Ukraine ne veut pas être suisse. C'est ça le problème. Pas encore. Autre question. Monsieur, veuillez vous présenter s'il vous plaît. La Crimée est intégrée dans votre pays. Ça c'est affaire accomplie ou c'est encore négociable quelque part?
Réponse immédiate, pas négociable. C'est la page tournée. Ça ne peut pas être autrement. Mais si vous posez cette question, Madame Fabre a été à Crimée, si vous posez cette question aux gens là-bas, je crois qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Merci. À ce propos, voilà, je viens de Crimée, j'étais à Simferopol, puis je me suis entretenue un peu avec les gens, j'ai demandé ce que vous pensez de ce référendum. Une véritable joie chez tout le monde. J'ai interrogé des personnes de tout bord, des médecins, des chauffeurs de taxi. Et j'ai dit, mais vous savez, j'ai un peu provoqué, j'ai dit, mais vous savez que le président Poroshenko veut récupérer la Crimée. Et puis qu'il va utiliser les divisions des Tatars et des Russes, bon, il y a des problèmes des tensions, etc. La réponse, elle fusait. De partout, je veux dire en russe, on n'y se mange, il ne pourra pas. Et là, j'avais en face de moi des gens prêts à tout, hein, prêts à défendre. Alors on a parlé tout à l'heure en dessous avec monsieur, quand on est allé visiter le bunker en bas, le rapport à la terre. Voilà, c'est des gens qui ont encore le sens de défendre leur terre, de même que ceux du Donbass, dans le sud-est de l'Ukraine. On en fait des rebelles, des pro-russes, des terroristes, et je ne sais pas encore quoi. C'est des gens qui veulent défendre leur terre, tout simplement. Donc, voilà. Et moi, j'ai proposé, il y a toute une rhétorique qui s'est mise en place, maintenant, on parle des Ukrainiens. Chaque fois que vous écoutez la radio, on dit un Ukrainien ou des Ukrainiens sont morts. Les autres, c'est des rebelles, des pro-russes. Ils ne sont jamais donc de nom. C'est pas des... Voilà. C'est extraordinaire comme rhétorique. Et moi, j'ai proposé d'approfondir aussi l'annexion de la Crimée, l'annexion par la Russie de la Crimée. J'ai proposé, non, la réintégration dans la Russie par la Crimée. Je vais juste inverser. C'est ça, c'est une réintégration. La Russie n'a rien fait pour forcer quoi que ce soit. Il y a eu un référendum, mais ici on a lu évidemment que c'était un vote à la soviétique. Mais c'est que du mépris. Voilà. Donc rassurez-vous, ils sont sur cette guerre aussi. Et ils ne veulent plus jamais rien savoir de retour en arrière. J'ai pas de problème avec votre explication. Autre question. Il y avait tellement de problèmes soulevés ce soir que les questions ne doivent pas manquer. Moi, j'ai une petite théorie. Oui, monsieur. Monsieur Windisch, Bertrand Vez, de Launay, je suis informaticien de métier. J'ai une petite question. Vous avez dit que la Suisse se mettait à genoux devant l'OTAN. Maintenant. Pardon, monsieur, vous pouvez parler plus fort. Oui, excusez-moi. Ma question concerne l'OTAN. On parle beaucoup de choses ce soir. On parle de la neutralité, on parle de l'OTAN, on parle de la Russie, de l'Ukraine. Beaucoup de choses mélangées. Ma question concerne l'OTAN. Dès que Windisch a dit ce soir, la Suisse est à genoux devant l'OTAN. Mais depuis la création de l'OTAN, la Suisse a toujours été à genoux devant l'OTAN. Au niveau armement, on a toujours eu les armes compatibles avec l'OTAN, les armes américaines, les Tiger, les F-16, les M113, les M109, on a toujours acheté les armes de l'OTAN. On est une nation militaire de l'OTAN. On n'est pas à genoux devant l'OTAN. On est armé par l'OTAN. Alors, c'est surtout Marc Studer qui a parlé de ce sujet, pas moi, mais il y a aussi le colonel Luc Monnier qui les Russes ne nous ont jamais armés, les Russes. Ça peut facile critiquer l'OTAN. Alors oui. Bon, j'écoute votre réponse. J'ai proposé à mes camarades des forces aériennes, parce que vous savez que les officiers français d'armée de terre disent des forces aériennes, l'armée de l'air en France, c'est beaucoup d'air et peu d'armée. Je leur ai proposé d'acheter des missiles S-300 russes pour compléter la défense aérienne et avoir la possibilité d'interdire l'espace aérien. Mon Dieu, c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, il faudra apprendre le russe, et puis il y a tous les problèmes économiques, d'échange, vous comprenez, parce que l'armée est devenue une armée de marché. Donc nos petits gars, on en parlait tout à l'heure, c'est des gens bien. Ils aiment leur pays et ils le servent bien. Et ils sont pleins de saines convictions, celles qu'on a partagées et qu'on partage encore aujourd'hui. Mais derrière cela,
ben, il y a un empire économique. C'est pour ça qu'on achète dans les marchés qui sont intéressants pour les contres d'affaires. C'est pas tellement parce que la technologie est différente. J'ai proposé d'acheter des Sukhoi 27. Non, c'est incroyable. Par contre, ce que j'aimerais vous dire quand même, c'est que le fusil d'assaut de Nantes, c'est Kalachnikov construit par Rolex. Voilà. Il y a des... Et j'ai un camarade qui a fait l'école, l'académie militaire à Moscou. Il y a des échanges. S'il vous plaît, il y a des échanges qui existent. Mais évidemment, la moindre des velléités de la Russie nouvelle de devenir, de retrouver sa place en Europe, eh ben, c'est un concurrent économique qu'il faut éliminer. Et il faut s'emparer des ressources de ce grand pays. Alors, il y a un bouquin d'un dénommé Denson qui parle de la stratégie américaine. L'Amérique n'a jamais déclaré la guerre, sauf à l'Allemagne, mais elle était un petit peu obligée. L'Amérique a envahi le Texas et toutes les provinces d'Amérique du Sud, Nouveau-Mexique. Et puis ensuite, quand Santa Anna est venu pour libérer ces pays occupés, bah, c'était Fort Alamo. On résiste, on est là, c'est un combat défensif. On a combattu l'Espagne pour Cuba, c'est exactement la même chose. Même la guerre de sécession yougoslave, eh bien, les Yankees n'ont pas déclaré la guerre. Fort Sumter était alimenté par les États du Sud. Au nord, on a fait une campagne de propagande en disant que ces gens crevaient de faim, ce qui n'était pas vrai du tout. Et puis tout d'un coup, il y a une flotte qui est arrivée avec plusieurs navires de guerre, et ça a déclenché l'ouverture du feu des États du Sud contre les États du Nord, qui a mis le feu aux poudres. La Première Guerre mondiale, c'est la même chose. La Première Guerre mondiale, les États-Unis arrivent en Europe en 1917. Alors que le Lusitania a été coulé en 15, sauf erreur. Il faut voir le contexte. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale, on déclare la guerre à l'Allemagne parce qu'on est obligé, puisqu'ils sont alliés du Japon. Alors maintenant, il y a des provocations, et puis ces provocations sont justifiées, mais ça, vous éteignez les machins, là. À mon avis, le dollar ne vaut plus que l'encre et le papier sur lequel cette encre est imprimée. Point mais attendez, c'est une réserve qui est fondée sur rien. Il n'y a rien. Parce qu'avant, c'était fondé sur l'or. C'est pour ça que De Gaulle a été évincé, parce que De Gaulle voulait conserver les talons or. Et puis maintenant, on a une monnaie papier. Donc, c'est la suprématie totale des États-Unis. Alors maintenant, je pense que demain, le président Poutine va vraisemblablement parler du rouble comme pétro-rouble et contrecarrer la puissance économique américaine. Mais simplement, c'est très dangereux cette possibilité, parce que les Américains ne l'accepteront jamais. Ils vont pousser leurs alliés de l'OTAN à trouver une oise à la puissance montante de la Nouvelle-Russie. Et moi, je suis admiratif devant la placidité et les nerfs d'acier du président Poutine. Parce que à des provocations comme depuis 2004, les fondations américaines ont déversé de l'argent. M. Soros intrigue derrière pour que l'Ukraine devienne, je dirais, ce qu'elle est aujourd'hui, en effervescence, de manière à récupérer ce puissant marché, des pétroles bas coût, enfin bref, tout le fantasme de l'économie. McKinder, je pense qu'il s'est trompé. Vous savez, on parle aussi des verrous comme le Khyber-Pass en Afghanistan, etc. On domine le monde si on tient le Khyber-Pass.
Ben, pour le moment, c'est les Pashtuns qui dominent le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je crois que le cœur ou le centre de gravité d'une nation, elle est dans le cœur de ses habitants. Alors, si la Nouvelle-Russie est consciente de son histoire et de son poids pour nous, Européens, on n'a pas de souci à se faire. Et je crois que c'est le cas. Ouais. J'aimerais juste compléter par rapport au dollar. Les récentes guerres qui se sont passées ont souvent une origine liée à une émancipation du dollar. Je prends Saddam Hussein. Saddam Hussein a essayé de faire les euros pétro, je ne sais pas quoi. Donc sortir du dollar pour traiter le pétrole. Ça a été le truc. Kadhafi a essayé de faire la même chose. Et Kadhafi a essayé aussi de faire un satellite. Il a dit, moi je paye le satellite et je fais gratuitement les télécoms pour l'Afrique. Ça, c'est des choses qui amènent derrière une réaction immédiate. Le problème, c'est que ces gens-là, ils avaient l'argent et ils ont été tout de suite éliminés. Donc la réaction, elle doit se faire des citoyens à l'intérieur pour faire changer les gouvernements qui n'acceptent plus ça. Et c'est un petit peu ça avec FATCA qui aussi, comme je l'ai dit, c'est une arme de destruction massive. Et je ne parle pas de Monsanto aussi, parce qu'il faudra qu'on en parle tout à l'heure, où on arrive à donner une semence et de ne plus pouvoir permettre à l'autre de réutiliser cette semence. Et on fait un désherbant qui marche que pour cette semence. Donc tout d'un coup, vous ne voulez plus, à votre gouvernement, vous voulez plus, on ne vous donne plus la semence. On affame et on lève les populations. Et donc, il y a toujours un lien économique là derrière. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la Suisse, par exemple, moi je suis dans le monde de la gestion de fortune. C'est hallucinant qu'aujourd'hui, qu'on se fait démonter par les États-Unis, on continue à acheter du dollar, des titres américains, parce qu'on gagne de l'argent avec. Mais bien sûr qu'on gagne de l'argent, ils mettent la tempe sur le pistolet sur la tempe de tout le monde, puis ils disent donne-moi ce marché, donne-moi ce marché, donne-moi ce marché. Moi je ferai aussi des profits comme ça. Mais ça c'est plus de la gestion et c'est plus de la bourse. Donc aujourd'hui on peut, il faudrait, je ne sais pas comment, parce qu'il y a des rétorsions, il faut le faire coordonné et massif. Les attaques sur la bourse, et on n'est pas obligé de le faire aux États-Unis. On peut attaquer la bourse américaine avec des certificats. Si je prends la bourse suisse, on peut attaquer IBM sur la bourse suisse. Je vends des certificats suisses IBM. Je n'ai pas attaqué les États-Unis, j'ai attaqué en Suisse. Les États-Unis sous-traitent l'informatique en Inde. Alors on a un spécialiste informatique là-bas. On sous-traite l'informatique en Inde, attaquons l'informatique des États-Unis en Inde. Voilà. Enfin, il y a des pistes comme ça, je n'ai pas la solution à tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter aujourd'hui de se faire laminer et puis d'attendre sur les autres pour réagir. Et monsieur le consul général l'a dit tout à l'heure, c'est dans le cœur des hommes du pays concerné à se lever. Et on est un petit peu là ce soir aussi, j'étais un peu long tout à l'heure là-dessus, mais l'idée c'est un peu de réagir, et quand je vois qu'aujourd'hui on a bourré de dollars, et que, je rappelle juste la petite histoire sur la BNP pour ceux qui ne sont pas dans la finance. BNP a contourné l'embargo avec le Soudan. Les États-Unis n'ont pas pu attaquer le fait qu'ils ont contourné l'embargo. Ils ont attaqué la BNP parce qu'ils avaient contourné l'embargo en vendant du dollar, enfin en étant du dollar. Donc comme le dollar, la contrepartie est aux États-Unis, il y a une attaque par rapport aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, moi j'en suis dans la situation où j'essaye de vendre même des fonds de placement avec des codes ISIN américains, de la monnaie américaine, avec des sous-composants américains, parce que tout va être pollué avec ça aujourd'hui. Et on est dans un monde où on dit, oh là là, ouais, le machin, il est un petit peu allumé, machin. Mais la réalité dépasse la fiction. Oui, Jean-Pierre Barras à nouveau. Ouais, je voulais répondre à l'intervention au sujet de l'OTAN. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contexte a changé. À l'époque de l'Union soviétique, je regrette, mais objectivement, l'Union soviétique était une menace militaire pour toute l'Europe occidentale. Donc l'OTAN et la Suisse, même si la Suisse était neutre,
étaient par la force des choses plus ou moins partenaires, puisqu'ils avaient tous les deux intérêt à ce que l'Europe occidentale ne se transforme pas en champ de bataille nucléaire. Mais maintenant, on n'est plus dans ce cas de figure-là. L'OTAN, en toute bonne logique, elle aurait dû être dissoute en même temps que le pacte de Varsovie, parce qu'elle n'a plus aucune raison d'exister, si ce n'est actuellement de servir comme outil à la politique de puissance des États-Unis. Voilà, la première fois qu'on l'a vu, en fait, c'est dans les Balkans. Ils ont commencé par déclencher des rébellions locales pour avoir le prétexte de faire des interventions humanitaires. Et l'intervention militaire contre la Serbie, avant qu'elle soit avalisée par l'ONU, était une opération militaire de l'OTAN. Donc déjà, elle sortait de son cadre parce que ce n'était plus une opération défensive. Et puis en plus de ça, l'OTAN, à la base, n'a justement pas été créée pour prendre des pays. C'était une organisation purement défensive. Donc en fait, son but de départ a été complètement altéré, et je pense effectivement que la Suisse doit se dissocier le plus rapidement possible de tous les liens qu'elle a avec l'OTAN, au lieu de leur lécher les bottes. Ça, c'est un fait. Et je compléterai aussi pour dire que dans le cahier des charges de l'OTAN, l'un des points principaux, l'existence de l'OTAN aujourd'hui, c'est l'accès aux ressources. Ce qu'ils cherchent, c'est les ressources, et Bernard Wicht, c'est pour ça qu'on a commencé avec ce mot de Bernard Wicht, qui a été très lucide sur ce truc-là, c'est on va chercher les ressources. Il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle L'OTAN attaque, si jamais. Ah oui. Oui, bonjour, Alexis Roussel, voilà, moi je suis monsieur Consul. Donc ce qu'on a, c'est une situation qui est assez paradoxale, enfin la nouveauté aussi depuis une dizaine, quinzaine d'années, c'est que vous avez aussi l'aspect numérique, en fait, l'aspect de l'information, une guerre totale qui est en train de se faire, et qui est sans commune mesure avec finalement la réalité physique. Hein, alors, on a eu des petits accrochages, par exemple, ça reste des accrochages, on va dire, à taille humaine en Ukraine, mais en réalité, derrière, vous avez une guerre numérique extrêmement puissante. Vous avez un État, avec les États-Unis, qui eux ont mis en place une stratégie militaire offensive, avec un général d'armée, un des plus hauts gradés qui dirige la NSA, et qui a mis en place qui ont des centres de calcul extrêmement forts, des équipes qui sont actives, et qui utilisent ça de manière indiscriminée contre tous les États. En même temps, vous avez une politique de la part des États-Unis aussi de mettre en place des systèmes d'échange automatique d'informations dans tous les domaines. Alors, avec Marc, on connaît bien le domaine de FATCA, ça s'en est un, mais il y en a beaucoup d'autres, que ce soit dans les transports, dans la santé, dans le commerce, des mécanismes où en fait l'information est traitée par les États-Unis. De l'autre côté, il y a la Russie, donc la question ce sera par rapport à ça, qui a une tradition aussi informatique extrêmement forte, avec des compétences extrêmement fortes, et puis une existence, dire en termes offensifs, qui a toujours existé. Maintenant, on ne voit pas, moi, la question que je voulais vous poser, surtout qu'en plus, dans une période où vous accueillez Snowden, et ce qui est particulier, parce que vous lui avez redonné en plus un titre de séjour, et je vous félicite parce qu'il en a besoin. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui la Russie intègre dans sa stratégie géopolitique et militaire sa force de frappe? Comment est-ce qu'elle intègre ça en fait par rapport à la situation géopolitique et puis à sa diplomatie? C'est ça un peu que je voulais. Donc la question, qu'est-ce que fait la Russie dans le domaine cybernétique? Non, cybernétique, pardon. Plutôt, pour les États-Unis, c'est clairement un système offensif, militaire, qui est actif et qui attaque de manière indiscriminée tous les pays. Maintenant, la Russie, comment est-ce qu'elle intègre ça dans sa politique, soit militaire, soit en matière diplomatique? Vous savez, je ne crois pas que c'est une question diplomatique parce que ça fait partie d'une guerre. Parce que la guerre aujourd'hui est devenue un phénomène avec plusieurs dimensions, plusieurs aspects, n'est-ce pas? Et donc, chaque jour, on lit à propos des opérations, des hackers,
On dit que les hackers russes, ils sont forts, etc. Oui, bien sûr, l'éducation est bonne. Mais franchement, je ne suis pas en mesure. Je peux dire seulement qu'effectivement, la dimension que vous mentionnez est devenue un facteur de force de n'importe quel État. Et je suppose que nous devons faire aussi quelque chose, vous savez, mais je ne peux pas vous dire plus parce que je ne sais pas. Pas parce que je ne veux pas dire. C'est la même question. Quel est le potentiel dans l'espace de la Russie? Je ne possède pas cette information, mais c'est comme la guerre en espace. C'est aussi, il y a des satellites, donc ça, ce sont des instruments modernes, mais il faut les maîtriser. Voilà. On vous fait confiance pour les maîtriser suffisamment. Je suis pour ça. Y a-t-il encore quelques questions? C'était vraiment une soirée, j'ai rarement vu une soirée aussi dense, aussi importante et fondamentale. Dans les questions. Slobodan Lesky. Marc m'a demandé de faire une précision sur Slobodan Despot. Je suis l'éditeur du livre dont il a été question tout à l'heure, le Spin Doctor du Paris fédéral, que notre ami Marc Studer diffuse très soigneusement autour de lui. Alors si quelqu'un n'a pas encore via Marc, vous pouvez le demander à votre libraire, vous pouvez le trouver chez l'éditeur, l'édition-zenia.com. Ou bien alors vous pouvez éventuellement peut-être signaler à Marc et moi je lui referai un dépôt de ses livres chez lui. Et ce que je voulais dire, c'est peut-être un tout petit peu philosophique, mais il me semble que nous avons affaire, vous me pardonnerez la digression, parce qu'on a un petit peu tendance à, me semble-t-il, prendre certains problèmes par les conséquences plutôt que par les causes. Évidemment qu'il est extrêmement important aujourd'hui d'agir plutôt que de discuter, parce qu'on voit très bien que ça brûle. On a vraiment le feu. Je vous signale à ce propos une pétition pour maintenir, défendre à tout prix la neutralité de la Suisse. Cette pétition est argumentée. Très bien. Elle est argumentée, elle dit pourquoi il est important maintenant de défendre la neutralité de la Suisse, s'il n'y a pas d'autre raison, le fait qu'aujourd'hui, sur le continent européen, en dehors de la Russie, il ne reste plus que quelques pays qui ne sont pas affectés par les sanctions réciproques. La Suisse fait des contorsions, mais pour l'instant, elle n'est pas soumise au régime des contre-sanctions, des mesures exceptionnelles de la Russie économique. Donc il est extrêmement important pour maintenir, je pense, un reste de prospérité à ce pays, de au moins se ménager ce marché, qui est un très gros marché, qui est un marché très demandeur. Enfin, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, puisqu'il y a beaucoup de commerces en Suisse qui ont le russe pour troisième ou quatrième langue sur leurs enseignes. Donc on sait très bien ce que ça signifie. Et ce qui ensuite peut-être peut faire l'objet d'une réflexion entre nous, c'est, je suis originaire de l'ex-Yougoslavie, de la Serbie, et je me suis aperçu d'un fait sur lequel j'aimerais avoir l'avis de notre ami le consul, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 3 pays en Europe, pas plus que 3, qui ont fait l'objet de campagnes de dénigrement à l'échelle nationale. Il y a une russophobie aujourd'hui, il y a eu une helvétophobie et il y a eu une serbophobie. Il n'y a pas d'autre phobie. Il n'y a pas eu, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'autre phobie en Europe. Il y a eu un petit moment d'énervement contre les Autrichiens lorsque Hitler a été élu. Ça a duré une semaine. En revanche, les campagnes de dénigrement contre la Suisse au moment de l'affaire des fonds d'indésérance sont des campagnes extrêmement profondes qui attaquent l'être même de la mentalité, l'histoire, le caractère de toute une nation à partir d'arguments qui sortent de terre
instantanément, alors qu'on sent très bien que ce sont des arguments d'ordre d'une profondeur quasiment anthropologique. C'est-à-dire qu'on n'invente pas ces campagnes, ce sont des idées préconçues qui ressortent comme un diable de sa boîte. Ici, on ne s'en est pas rendu compte dans les années 90, mais je connais des gens, y compris dans l'immigration serbe vivant en Suisse, qui ont changé leur nom de famille pour qu'ils ne sonnent pas en Hitch, parce qu'ils ne pouvaient plus travailler. Ici même en Suisse, en France, en Allemagne. Et maintenant, on a cette campagne de dénigrement criminel contre la Russie. Est-ce que vous voyez, monsieur le consul, un rapport entre ces trois nations d'Europe? Pourquoi ces trois? Et pour moi, la réponse est évidente. Nous sommes tous orthodoxes. Oui, y compris les Suisses. mais la Suisse, c'est une autre explication. Donc, parce que il fallait la rançonner. Hein? Il fallait la rançonner. Oui, oui, mais justement, peut-être la Suisse joue un rôle important. Peut-être on ne voit pas toute la partie d'iceberg qui est sous la surface, mais l'attention des États-Unis envers la Suisse montre l'importance de ce pays. Ça, c'est un point de vue qui est beaucoup plus grand que les dimensions de nos pays, vous savez. Mais en ce qui concerne ces trois phobies, moi je suis sûr qu'il s'agit justement de nos valeurs. Nous ne sommes pas identiques à 100%, oui, mais nous faisons partie du monde orthodoxe. Moi, je peux expliquer comme ça. On peut faire d'autres arguments, mais je crois qu'en ce qui concerne Serbie, la Russie-Serbie, beaucoup plus, peut-être en ce qui concerne la Grèce. Mais c'est lié. Pour les valeurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Si c'est les raisons principales. Lorsque la première liste des personnalités russes, mise en liste noire par les États-Unis des personnalités russes, a été publiée, j'ai parlé de ça avec le secrétaire de l'Institut pour la démocratie et la coopération à Paris, John Laughlin, qui est donc une institution russe. Et je lui ai demandé comment tu expliques le choix des personnalités qui ont été mises sur cette liste. Et il m'a donné une réponse extrêmement troublante. Il m'a dit, ils ont choisi ce qu'il y avait de moralement meilleur en Russie. Notamment, il y a par exemple, sur la liste donc, des personnalités punies à cause de la Crimée, la députée qui a poussé la loi contre la propagande homosexuelle. Est-ce que vous voyez le rapport? Non. Si. Eh bien si. Eh bien si. Voilà. Alors, justement, à propos de propagande, moi j'ai relevé, je ne sais pas si vous avez vu que la maire de Genève est allée manifester devant la mission russe contre la loi. En plus, elle a parlé d'État homophobe, ça a dérivé complètement. J'ai écrit, on avait fait une table ronde à Moscou là-dessus avec Boris Toumanov sur la russophobie, précisément, parce que moi j'ai écrit plusieurs fois des lettres. Et là, j'aimerais quand même saluer la Tribune de Genève, qui, bon, j'ai mon blog, mais la Tribune n'est pas responsable des blogs. Par contre, elle est responsable des courriers qu'elle publie. Et comme elle a publié la lettre d'aujourd'hui, dont vous avez parlé, j'ai lu, de même, elle a aussi beaucoup publié mes courriers. Moi, j'ai écrit sur la russophobie, sur les poussiérelles, sur tout ce qu'on veut. Et là, il faut leur laisser quand même, au moins à Denis Etienne, parce que c'est avec lui que je vais échanger, une certaine objectivité, parce qu'ils sont responsables des courriers. Mais le fait que la maire de Genève, en tant que maire, manifeste, est-ce qu'elle a le droit? Moi, je ne crois pas. Est-ce qu'elle a le droit? Ils ont tous les Elle a le temps, elle a le temps. Oui, mais elle représente une ville. Ça veut dire que tous les... Non, mais c'est gravissime, je suis désolée. Elle peut y aller à titre privé, mais pas en tant que... Je ne veux pas monopoliser la parole, mais bon, comme je suis à la retraite, je me lâche. Vous avez parlé d'économie. L'économie, c'est une chose. Moi, je crois que ce qui est le plus important, c'est le cœur. Les Suisses ont beau être un pays de banquiers. Le banquier a le respect de l'argent parce que c'est pas le sien, le vrai banquier. Donc il le fait justifier avec une éthique très particulière. C'est une matière première.
Donc c'est pas par enrichissement personnel. Et que les vrais banquiers à l'époque étaient encore en société en nom propre. Maintenant ça a changé de nouveau. Et puis quand on pense à l'orthodoxie et au Pussy Riot auquel vous aviez fait allusion, d'abord une réflexion. Vous avez une église martyre qui pendant 70 ans a été sous le boisseau, dont les églises ont été dynamitées, dont toute la communauté était dispersée, et puis vous avez des jeunes femmes qui se comportent dans une église de manière indécente. Alors ces jeunes femmes ont été arrêtées, elles ont été condamnées et relaxées. Maintenant j'aimerais vous dire une chose, ces Pussy Riot, elles ont aussi fait la même chose au Vatican. Mais je sais Elles ont jamais pu rentrer dans le Vatican, elles ont été arrêtées avant. Avant de passer, il faut quand même... Il y a un autre domaine qu'on essaye de faire en sorte qu'il soit sinistré, c'est l'agriculture, mais j'aimerais juste souligner une chose par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Slobodan Despot. Je pense qu'il y a une grande ignorance et naïveté par rapport au degré de diabolisme des Américains pour tuer tout ce qui est concurrentiel. L'exemple que vous avez donné est typique, il doit y en avoir bien d'autres, où on ne comprend absolument pas pourquoi telle ou telle cible, mais il y a toujours des intérêts derrière. Si on arrivait à éclairer ça un peu mieux, je crois qu'on aurait franchi un pas important, et il est important que la population comprenne cela. Parce que malgré toute l'information qu'on peut avoir, contradictoire, diverses, je pense qu'ils ont toujours un certain nombre de longueurs d'avance, tant ils ont de monde dans le domaine de la communication. Vous le savez, être élu président des États-Unis, l'essentiel des 300-500 millions de dollars pour la campagne sont affectés à des spécialistes de la communication. Il est évident que c'est la même chose au niveau de la CIA et des autres organismes. Mais là, on se fait encore berner. L'agriculture, je crois qu'il y a quelqu'un qui aimerait aussi, et je crois que c'est capital, parce qu'on ne réalise pas en Suisse l'importance, et on visite ici des sites qui nous rappellent des atmosphères de mentalité de la Seconde Guerre mondiale, mais pour ma part, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de devoir revenir à certains de ces aspects. On ridiculise encore les réserves alimentaires, mais je suis absolument sûr qu'on y va très vite. Qui c'est qui voulait peut-être dire un ou deux mots sur la situation de l'agriculture? Je veux volontiers m'exprimer là-dessus, car je pense qu'aujourd'hui on est, et ça concerne justement la Suisse, on est aujourd'hui dans une guerre économique au niveau mondial. On est dans cette... Moi je défends l'idée de tourner le dos à la politique d'alignement pour revenir à une politique de non-alignement basée sur le respect des choix de chaque peuple. On a sorti une brochure il y a 2-3 ans qui s'intitulait « Le protectionnisme, une politique d'ouverture ». Et ce n'était pas une provocation de dire que c'était une politique d'ouverture, on le démontrait justement dans cette brochure, c'est-à-dire que c'était une politique basée sur la reconnaissance des choix de chaque population. Et je crois que toute la soirée, en fait, est sur cette problématique. Je veux dire, la question de l'Ukraine par rapport à la Russie, c'est tout ce problème stratégique d'équilibre et de fonctionnement au niveau mondial. Et aujourd'hui, on est dans l'affrontement. Si on parle de l'Europe, moi je pense qu'on est dans un développement d'une Europe de la guerre, parce qu'on est en train d'opposer les peuples les uns aux autres dans une concurrence qui est destructrice. Et je pense qu'on doit revenir aujourd'hui à une politique, à redonner une image positive des mesures de protection de chaque pays. Là, vous venez de parler de la question des ressources, et justement la question des réserves. C'est une question extrêmement importante parce qu'on est aujourd'hui dans une politique aberrante sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on est dans une politique de prix cassé, c'est-à-dire d'encouragement à consommer, alors que tous les jours on nous le répète qu'on est dans une situation de diminution des ressources, voire de raréfaction des ressources. Donc on a perdu cette idée de réserve, de consommation intelligente des ressources, de respect des ressources,
On avait lancé l'année passée, pas l'année passée, il y a 2 ans, le référendum contre la politique agricole. Et on avait comme slogan, une société intelligente commence par manger ce qu'il y a dans son jardin avant d'importer. C'est pas dans un sens de fermeture, et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire pour nous, la politique, une politique de respect des ressources et de protectionnisme n'est pas une politique de fermeture. C'est une politique d'ouverture parce que c'est reconnaître que pour chaque population, c'est important de défendre ses ressources, de défendre ses emplois. Et à ce titre-là, la Suisse a un problème aujourd'hui. On l'a vu l'année passée avec l'accord de libre-échange sur la Chine, où le Parlement nous a enlevé le droit du référendum, ce qui est quand même assez grave. Et sur tous ces accords de libre-échange qu'on signe aujourd'hui, qui sont des accords d'uniformisation au niveau mondial des normes. Hein, on parle beaucoup de souveraineté là ce soir, mais je veux dire, c'est incompatible avec cette politique entre guillemets d'ouverture. J'ai envoyé, je ne sais pas si vous avez vu le temps de samedi dernier, où il y avait un édito de Garésus qui disait seule une Suisse ouverte peut aller vers le développement. Et quand on est des lecteurs, je ne sais pas s'il passera là-dessus, parce que j'ai posé la question de quelle ouverture on parle. C'est-à-dire, c'est quoi l'ouverture? Et aujourd'hui, l'ouverture, c'est tout laisser tomber, c'est abandonner toutes nos normes. J'étais le lanceur du référendum contre le principe du casse Dijon. C'était justement un élément extrêmement important par rapport à la souveraineté et aux normes. C'est-à-dire, on a oublié ce que c'est tout ça. C'est la question des choix. Les normes, c'est des choix. C'est des choix par rapport à l'environnement, mais c'est des choix aussi par rapport à l'emploi. Si en Suisse, on a décidé pendant longtemps d'avoir des lave-vaisselle qui faisaient 50 cm de large et pas 60 comme l'Europe, c'était pas une folie. C'était juste parce qu'on avait compris que c'était important que des entreprises qui donnent de l'emploi à toute une vallée, il y a une importance à les protéger. Donc aujourd'hui, on abandonne tout ça simplement pour des questions purement économiques. Donc on arrive dans cette situation où l'économie n'a plus le rôle de répondre à des besoins, mais un rôle uniquement de fonctionner elle-même, mais sans être en rapport avec le pays. Et là, vous avez parlé on a entendu parler ce soir du plan Wallon, mais il y a l'époque justement du sortir de la guerre, il y a énormément de choses intéressantes à reprendre par rapport à la politique économique, parce que un des éléments très intéressants du sortir de la guerre, c'était l'inscription dans la Constitution du droit de contracter, c'est-à-dire du droit de l'entente. On combat aujourd'hui avec force et qui nous est venu de l'extérieur, ce combat contre l'entente, et on a obéi à cette idée qu'il ne fallait surtout pas d'entente, c'était un scandale des ententes. Or, on a bâti une bonne partie de notre prospérité sur ce droit de contracter, qui était extrêmement important parce qu'on avait compris l'importance d'une économie forte avec des marges, alors qu'aujourd'hui, avec cette interdiction du droit de contracter basée sur l'idée qu'il faut éviter les monopoles, eh bien, on n'a jamais eu autant de monopoles qu'aujourd'hui, de concentration sur les marchés. Donc il y a toutes des choses. J'ai entendu ce soir quelqu'un dire que c'était important l'histoire, et ça je le partage totalement parce que je suis en train de lire un bouquin, mais je m'excuse, je ne me rappelle pas le titre exact, mais c'est sur l'économie au 19e siècle, et notamment sur la question du protectionnisme et tout ça. Il y a des choses extrêmement intéressantes à reprendre, à se remettre dans la tête par rapport justement à l'importance du tissu. C'est-à-dire que le protectionnisme, pour moi, je le base sur l'importance de la protection du tissu, et j'aime bien cette image du tissu, parce que le tissu, c'est un enchevêtrement de fils qui font une société. Et aujourd'hui, on a un petit peu oublié ça, on est dans une politique économique de guerre commerciale, d'une politique destructive au niveau tissu économique
et sociale. Et je pense que là, il y a des éléments importants. Par rapport à l'Ukraine, je peux juste vous dire que c'est vrai que ça fait quelque temps que je me dis que je suis plutôt du côté des Russes, dans le sens de comprendre qu'il y a des enjeux stratégiques. C'est-à-dire que c'est clair qu'on ne peut pas laisser se monter un décalage, se créer un décalage énorme entre les régions. Et là, je comprends dans ce sens-là, mais je pense qu'en Suisse, on doit réfléchir aujourd'hui sur... On a beaucoup parlé de qu'est-ce que fait la Russie, mais réfléchissons à qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui en Suisse par rapport à des décisions qui sont prises aujourd'hui en Suisse sur le plan économique, qui font que... Moi, j'ai lancé 2 référendums contre la politique agricole où l'agriculture, comme elle est dirigée par des organisations tenues par des partis qui prônent l'ouverture, on ne nous a pas suivis. Mais aujourd'hui, il y a X exploitations qui disparaissent chaque année. Marc a dit qu'il y avait des produits en danger du terroir. C'est une réalité. Malheureusement, on inonde des médias avec des images d'une petite ferme qui fait un marché le samedi, une ferme qui fait ci, une ferme qui fait ça. Mais en fait, la réalité des chiffres, c'est que la production locale, elle est en train de fondre. Donc on produit de moins en moins chez nous et on importe de plus en plus. Donc et ce n'est pas qu'un problème agricole, c'est un problème au niveau aussi industriel, c'est-à-dire que le libre-échange a ce problème, c'est que le libre-échange c'est une défiscalisation de l'échange, donc c'est une perte énorme, c'est un encouragement à importer parce qu'on crée un potentiel de profit à produire ailleurs. Et l'intérêt du protectionnisme, c'est de relocaliser l'économie, donc c'est un enrichissement au niveau de chaque nation, puisque ça voudrait dire qu'on produit dans chaque pays ou dans chaque continent les produits dont on a besoin. Je vous remercie beaucoup de votre message et de votre je donner une précision, ou plutôt un complément, je ne sais pas si ça va dans votre sens, mais ça me semble être un problème qui est typique de la difficulté de défendre une cause. Alors, l'argument souvent avancé, et qui peut toucher les consommateurs, c'est qu'évidemment, étant donné qu'en Suisse, le niveau de vie est élevé, les salaires sont élevés, etc., les produits deviennent aussi plus chers. Ça, j'ai l'impression que le fait pour convaincre la population de cette ouverture généralisée, c'est de dire vous payerez un peu moins cher, ça sera moins cher, etc. Je pense que c'est un argument sur lequel il faut vraiment travailler et lutter. Exemple, lors de la dernière guerre, et je pense que ce n'est pas inutile de compter sur les mères de famille, les mamans, qui savaient parfaitement ce que ça voulait dire que acheter suisse. Aujourd'hui, ça paraîtrait un peu patriotard, je ne sais pas, patriotard, mais je pense qu'on peut sensibiliser des gens à ce phénomène, que finalement, ce que les gens vont bouffer de ces campagnes industrielles, de ces produits meilleurs marchés, je trouve qu'il faut trouver les bons arguments pour avancer sur cette cause qui est absolument capitale. Et s'il devait y avoir crise économique, politique et autres, il sera un peu tard pour commencer à reproduire de manière plus importante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous, on milite actuellement chez nous parce qu'on a un petit mouvement qui s'appelle la vrille. Qui s'appelle la vrille. La vrille, c'est l'organe de la vigne qui s'accroche au fil, qui est assez difficile à arracher. Là, nous notre idée, c'est plutôt d'aller dans le sens de convaincre les citoyens à voter pour des mesures qui font que c'est les produits locaux qui sont prioritaires sur le marché. C'est-à-dire qu'on doit sortir de ce libre choix individuel. On a parlé ce soir souveraineté, patriotisme et tout ça. Mais tout ça, ce n'est pas des libres choix individuels, c'est à un moment donné, c'est un sentiment global, c'est toute une population qui veut
plutôt ce genre de décision. Mais c'est pas dû beaucoup au prix. Non mais il faut sortir de cette question. Ah, moi je suis d'accord, mais les gens sont sensibles au prix. Mais oui, mais parce que si on pose la question, c'est une question de comment on s'adresse. Si on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes d'accord de payer un peu plus cher pour des produits locaux? La majorité des gens, ça les intéresse. C'est pas ça qui les intéresse. Il faut poser les questions différemment. Je prends souvent l'exemple de la voiture. En Suisse, on est un pays à grosse cylindrée. On pourrait penser que dans notre pays, c'est impossible d'avoir des ralentisseurs, d'avoir des limites de vitesse. Or, on est un pays où on a pas mal de ralentisseurs, on a pris des mesures au niveau de la vitesse. Parce qu'on ne s'est pas adressé aux conducteurs, on s'est adressé aux citoyens. Et moi j'aime pas m'adresser aux consommateurs, ça ne m'intéresse pas les consommateurs, parce que c'est un intérêt purement particulier. Je pense que là, et d'ailleurs ça s'appelle le lobby citoyen, hein, le groupe qui nous invite ce soir, donc on doit venir avec des questions citoyennes. Et la question citoyenne par rapport à la consommation, c'est est-ce que vous êtes d'accord qu'on privilégie plutôt les produits locaux que les produits de l'extérieur? Et là, mais la majorité des gens, ils votent de la même manière que si vous demandez aux conducteurs s'ils veulent rouler à 40 plutôt qu'à 60, ben, ils auront plutôt envie de rouler à 60. Si vous leur demandez, est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne des mesures dans la ville pour que vos parents, vos grands-parents et puis vos enfants soient en sécurité, c'est différent la question. Et on doit avoir une communication qui permet d'amener à des décisions de ce genre, de manière à ce que ça soit un choix collectif. Je dis aujourd'hui, on n'a pas le choix, on ne peut pas individuellement décider si on roule à 30 ou à 100 à l'heure dans une ville. C'est un choix qui a été pris ensemble au niveau société sur la question de la circulation. Au niveau de la consommation, on doit arriver à ce même choix, à cette même idée, c'est-à-dire de choix collectif. Aujourd'hui, ce qui va pas, c'est que dans une Migros, vous pouvez choisir librement en tant qu'individu entre un produit fait par des esclaves en Espagne ou un produit avec un salaire suisse et des normes suisses. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une bataille sur Genève parce qu'on a les meilleurs salaires agricoles et le nombre d'heures le plus bas de Suisse. Mais il y a une différence d'une semaine par mois de travail entre le salaire et les nombres d'heures à Genève et le salaire est à Zurich. Je veux dire, on est dans des situations de concurrence aujourd'hui, et là on parle de la différence en Suisse, mais la différence avec l'Europe. Nous, maintenant, moi je suis en bio depuis une vingtaine d'années, je vois à la COP l'autre jour des vins italiens à 5,50 la bouteille, des vins bio. Je veux dire, comment est-ce que moi je peux continuer à respecter les salaires en Suisse? Moi, maintenant, j'entre dans une position de refus d'obéir parce que, je veux dire, il faut arrêter avec cette incohérence. Il faut arrêter aujourd'hui avec cette incohérence. Il faut arrêter. On est que dans les mesures de compensation. On compense écologiquement parce qu'on pollue, on compense ici avec telle ou telle chose. On est tout le temps dans la compensation. Et on doit faire des changements qui sont assez radicaux. Alors bon, quand j'entendais toute ton énumération, Marc, au début, moi je suis d'accord avec pas mal de ces problèmes qui sont énumérés, mais je pense qu'aujourd'hui, les lumières sont rouges et qu'on doit passer à des décisions, pas de la compensation. Très bien. Marc, vous voulez ajouter un mot? Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais intervenir. Le premier point, c'est que aujourd'hui, le consommateur, j'ai parlé de la manipulation. Aujourd'hui, le consommateur, il n'est pas mis face à une réalité, il est mis face à du marketing. Donc on vient lui dire, ça c'est moins cher, est-ce qu'il veut payer moins cher? Il y a une émission de la télévision suisse romande la semaine passée sur l'agriculture aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a plus que 3 sociétés agroalimentaires qui dirigent le pays. Et ils ont montré comment ils gèrent les poulets, comment ils gèrent le bœuf, comment ils gèrent les trucs. Des poulets qui n'ont jamais vu le jour. Des poules qui ne sont même pas capables de se lever parce qu'on les engraisse. Normalement, une poule, il faut un certain nombre de mois pour qu'elle prenne une certaine taille. Là, en la moitié du temps, elle fait le double de la taille.
Donc elle a des os qui ne sont pas formés. Elle n'arrive pas à marcher. Elle n'arrive pas à marcher et l'éleveur prend des poules qui sont mortes dans son élevage parce que dans la production, il y a 20% de poules qui n'ont pas la capacité de faire. Et c'est ça qu'on donne à manger aux consommateurs. Aujourd'hui en Europe, j'ai parlé tout à l'heure du élaboré. Il y a une émission qui a passé pour montrer que les Allemands et les Hollandais, qui sont les pires, je crois, en Europe, les Allemands importent du poulet aux Chinois, ils décongèlent, ils remettent un produit, ils remettent de l'eau, déjà pour le faire plus lourd, ils remettent un produit indécelable, ils le renvoient à l'intérieur de l'Europe aux Hollandais, et c'est élaboré en Europe. Avec l'élaboration en Europe, on ne sait plus qui mange. Et donc, c'est sûr que ça, à ce prix-là, on ne peut pas rivaliser. Alors, si on dit aux gens, voilà ce que vous mangez, voilà comment votre santé va évoluer en mangeant ça, et puis combien vous payez, alors là, il est clair que les gens mettent la différence. Et si aujourd'hui, on dit qu'un paysan d'alpage, pour avoir du beurre d'alpage ou d'avoir sa vache, on paye 10 centimes de plus, eh bien, les gens achètent le beurre d'alpage. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Et puis, Vili a dit tout à l'heure, il ne voyait pas le lien avec la Russie. L'Ukraine avec la Russie au niveau agricole, il est évident. Le blé. Je veux dire, l'Ukraine, c'est le grenier à blé de tout le monde de l'Est. On veut lever les populations et l'Ukraine est sous Monsanto. Donc ça, il faut le savoir. Et ça, je pense que c'est le rôle des services de renseignement russes de dénoncer ça. De dire, voilà, nous, les Ukrainiens, on est l'otage. Nous, les pays de l'Est, on est l'otage de la famine programmée, quand ils veulent, les Américains, de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a le volet agricole avec l'Ukraine, et le lien avec les États-Unis, c'est que c'est toujours du même endroit que ça part. C'est toujours des multinationales qui arrivent, qui font le ménage en bradant les prix, qui font que le gars du coin n'a pas les moyens de s'en sortir, qui met la clé sous le paillasson, et puis après on peut passer avec la grosse artillerie de l'agroalimentaire, et il n'y a pas d'alternative. Donc on achète ce qu'il y a. Madame. Je suis curieusement dans... Est-ce que le monde a plongé dans la guerre froide numéro 2? Mais je crois que si vous parlez de la Russie ne veut pas la nouvelle guerre froide. En tant que consul général, j'explique très souvent qu'aujourd'hui, le rideau de fer, il existe, mais existe du côté occidental, espace Schengen. Vous savez, à l'époque soviétique, tout le monde avait l'impression que c'est nous qui nous avons construit le rideau de fer. Mais aujourd'hui, quand nous avons proposé à plusieurs reprises d'abolir les visas, la réponse de l'Union européenne est négative. On mène des négociations interminables, etc. Mais maintenant, elles sont suspendues. Pourquoi? J'ai mon point de vue. Je pense que la décision est politique. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que tous les gens qui voyagent dans notre pays, ils retournent avec une autre image. Un autre point de vue. Parce que je suis étonné que les gens parfois ne vont pas seulement à Moscou, Saint-Pétersbourg, qu'ils préfèrent les régions lointaines, communication avec les gens. Ils ne cherchent pas les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, non, pas ces hôtels Kamtchatka ou pays nordiques, mais ils retournent avec un autre esprit. Et après, ils lisent les journaux, même des articles des journalistes qui écrivent les articles, disons même russophobes, ils les lisent avec des autres yeux. Et je suis sûr que si il y a plus d'échanges entre les êtres humains, plus sera l'influence sur les politiques des gouvernements. Vous savez, donc il se passera quelque chose comparable à ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, donc l'esprit sera plus libre parce que vous serez libre à juger qu'est-ce que vous voyez. Autrement, vous ne savez pas.
il y a à peu près 10 jours, j'étais en Valais. Et j'ai remonté donc par téléphérique. Et il y avait une fille qui commandait donc, cette téléphérique. Et nous avons parlé pendant 10 minutes que ça a continué. Et donc, elle a compris que je suis russe. Et elle m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez à propos du président Poutine? Mais j'ai dit que je suis fier. Elle était étonnée. Elle a dit, toute jeune fille, elle dit qu'elle n'a pas prononcé le mot méchant, mais quelque chose comme ça. Mais j'ai dit, pourquoi? D'où? Est-ce que vous avez jamais visité Russie? Non. Elle a visité d'autres pays, mais pas la Russie. Mais d'ailleurs, elle voyagera. Moi, j'ai dit que je vous souhaite de parler avec les gens, de voir la vie, d'avoir votre propre point de vue. Mais à part des journaux, elle n'a rien. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui sont les cervelles absolument cimentées, si vous voulez. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Donc, difficile de parler parce que je ne sais pas quelle éducation elle a eue, mais peut-être secondaire, c'est tout. Ou c'est les restes de l'ère communiste, perdu, les restes de l'ère communiste, l'image de l'ex-communisme, justement entretenu. Mais un autre exemple, je peux vous donner. Dans notre travail consulaire, nous avons eu un cas il y a une année avec 2 filles russes qui se sont retrouvées au milieu de Genève, abandonnées par leur père russe. Mais c'est un autre aspect, donc finalement les autorités suisses ont pris ces filles sans nous informer, les ont mis dans une école, quelque chose comme ça, donc ils n'étaient pas, ils n'avaient pas faim, donc ils étaient bien nourris, etc. Donc de ce point de vue, pas de problème. Mais ce qui m'a surpris, que 3 ans plus tard, cette fille qui était plus aînée est venue au consulat pour changer le passeport. Et elle était absolument ignorante de ce qui se passe en Russie. Aussi, notion toute vague que quelque chose de négatif se passe en Russie. Pas plus de détails. Mais j'ai dit, est-ce que tu veux voyager en Russie pour voir? Non, je n'ai pas pour le moment des plans, etc. Mais j'ai posé la question où elle habite. Mais elle va à l'école, à Genève. Elle vit dans un espace assez close, parce qu'elle est sous contrôle des autorités qui s'occupent des enfants, etc. Mais j'étais surpris qu'aujourd'hui, on peut avoir les conditions qui ne nous permettent pas d'avoir un accès à la formation, d'avoir votre point de vue. C'est une richesse, vous voyez, d'avoir la liberté d'esprit. Mais cette richesse n'est pas pour tout le monde. Ça je vois une grande différence entre ceux qui savent lire, savent penser, comparer, analyser. De ce point de vue, les Russes sont très forts parce qu'à l'époque soviétique, il y avait des journaux, mais ils ne prévaient parfois rien de concret, autrement. Et donc, les Russes, chez nous, les Soviétiques, on disait toujours chez nous, ça veut lire entre 2 lignes. Il y avait toujours des symboles, musique à la radio, articles comme ça, marbre du palais de bureau ici, sur cette classe, donc c'était tout au symbole. Très très oriental, vous savez. C'est bizarre. Donc voilà. La formation, la vraie formation, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Consul.